Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. C'est un doute. Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme les amis. Ça y est, c'est l'heure du Juste Bistrot avec, je me rends compte, une caméra qui n'est pas très droite, non? On est bien ou pas? J'ai l'impression que je suis pas droite du tout. Ça penche ou pas? C'est le décor penché d'Arthur ou pas? Dites-moi, j'ai touché à la webcam, j'ai passé mon après-midi à me battre avec cette connasse de webcam. J'ai passé une après-midi de merde. Voilà, je vais pas vous mentir. Je suis droit ou je suis pas droit? Je suis pas droit en vérité. Ça n'est absolument pas droit ce que je fais. Voilà. Là, je me suis déguisé en bûcheron. Ça ne va pas ce qui se passe. On est droit ou on n'est pas droit? Dites-moi tout de suite, sinon je ne fais pas cette émission. Donc là, vous me dites. Hein. Non, si, ça a l'air pas mal, regarde. On est bien là. On est pas mal ou pas? C'est droit ou c'est pas droit? Vous me dites, hein, parce que moi, ça peut me niquer une émission, ça.
Déjà, ma gueule est coupée, déjà. Déjà, ça... Ah, j'en peux plus de cette caméra de merde, là. À Logitech, je leur pisse au cul. Ils ont rien fait, mais... Ah, je suis en fin de semaine. Je suis en fin de semaine, je lâche les chevaux. Voilà, je vous le dis, je suis tout seul dans mon bureau. Parce que, voilà, là, Edouard, il bricole sur Alt F4. Rendez-vous sur Alt F4, évidemment, pour la nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est le télétravail, on est jeune, on est connecté. Et moi, j'ai la gueule qui est coupée, ça ne va pas. Ça penche. Je penche. Merde. Ah non, mais ça commence à m'emmerder. À Logitech, allez tous vous faire cuire le cul. Vous n'avez rien fait. Hein. C'est moi qui l'utilise mal, mais c'est gratuit. Alors ça m'énerve. Ah, ça m'emmerde. Bon, écoutez, on va dire que c'est droit. Ça n'a pas l'air catastrophique. Ça ne choque personne, donc ça va. On touche à rien. Les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux vraiment de vous retrouver aujourd'hui pour cette fin de semaine. Ça y est, on y est, c'est vendredi. Un grand chelem, on s'est vu tous les soirs en Juste Bistrot. On s'est régalé, beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre le temps de papoter avec vous, finir un peu les dossiers de la semaine. Pêle-mêle, on va parler de Trump, la continuité de Macron qui joue à Call of Duty. On va parler un peu de tout ça, mais toujours dans la détente, toujours dans le respect, dans la tranquillité et surtout dans le respect d'une performance extraordinaire que je viens de livrer, l'épluchage de mandarines en une seule peau. Voilà. J'aimerais commencer l'information avec cette performance. Est-ce que des gens parviennent à éplucher des mandarines en une seule peau? Mandarine, clémentine. On va pas commencer sur les détails. Je n'ai rien à branler, j'ai jamais compris la différence. Donc, tac. Et je voulais commencer cette émission avec ça. Je suis particulièrement fier. Il m'en faut pas beaucoup. Donc j'ai mon goûter, il en reste un petit peu. Je me suis gobé le reste. Est-ce que vous arrivez à faire ça? Je ne crois pas. Est-ce que c'est pour ça que j'ai une communauté aussi large? Je ne crois pas non plus. Mais je voulais vous parler de cette performance dont je ne suis pas peu fier. Voilà, Sparkling Generator dans le chat qui nous dit « Oui, j'y arrive. Bravo. » Bravo camarade. Lab17 qui nous dit oui, ça fait une quéquette. Voilà, donc on a la communauté. On a la communauté qu'on mérite, hein, de toute évidence. Donc bien évidemment, c'est du plaisir. Fastoche nous dit Zabou 1961. Voilà, alors Anarchy08 qui doit être vegan peut-être, qui nous dit la différence, c'est la taille et le goût. Voilà. Alors, mandarine, clémentine, on aura tous le sous-entendu. Voilà. Et je m'en gobe un quartier pour la peine. Voilà. Allez, ça dégage. Waouh, c'est bon. Ah, c'est prima gusto, là. Pour les Suisses qui regardent l'émission, la COP, la COP pour les Français, c'est comme Carrefour, si vous voulez, c'est pareil. Mm. 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 Ah, ces gros vilains de la COP, ils ont une gamme de fruits et légumes, ils ont appelé ça prima gusto. Alors, 6 francs, d'accord, 6 € le kilo de clémentine. Alors, je peux te dire que ça coûte un PEL, mais elles ont du goût. Oh là là, t'as vu, j'ai attendu de finir ma bouchée avant de parler. Comme disait Gabriel Attal, on ne parle pas à la bouche pleine. Aïe, 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 aïe. Je me suis régalé. Oh, vraiment, bravo Prima Gusto. Ça coûte un bras, mais c'est bon. Ah, c'est bon. Le fruit avant tout. Hein. Le fruit, c'est la santé. Ah, mais ça pique. Hein. Ah ouais, non, il rigole pas. Les tomates cerises à 6 francs le paquet, là, de 300 grammes. Ah, j'ai encore le rectum cicatrique. Hein. Qui cicatrise, tu vois. Non, ça picote. Ah ouais, non, ça picote. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, c'est le showbiz. Hein. C'est la YouTube monnaie. Hein. Maintenant, on s'offre des fruits. Hein. Donc, il n'y a plus de limite. Hein. Ah, je peux manger des artichauts à ce rythme-là. Donc, non, c'est balèze, hein, c'est balèze. Hein. Donc, les amis, Romano5962 que j'embrasse qui dit, et je vais répondre à ton mail camarade, j'ai vu, je suis en train de rattraper, vendredi j'ai rattrapé mail de retard, au pire ce sera dimanche, t'inquiète pas. Par contre Rémi, parlant gastronomie, j'espère que je saurai un jour pourquoi t'as une bouteille de Lagunitas toujours pleine dans ton décor, je ne sais pas non plus. Je crois que ça date d'une soirée avec Edouard, où on nous avait filé comme ça des bouteilles capsulées encore, tu vois. On l'a mise dans le décor, on s'est dit, tiens, j'aime bien la Lagunitas, ça a sa place dans le décor. Voilà. Pour vous dire le sérieux avec lequel est établi ce décor. C'est vraiment... c'est la famille. Hein. C'est la famille Adams, d'ailleurs. Mais voilà. Bayard 92, Rémi, il faut que tu ailles chez le coiffeur, trop de cheveux, ça rentre pas dans le cadre. C'est vrai, je vais me faire tout beau pour Orléans. Pour le spectacle la semaine prochaine, je vais jouer à Orléans, je vais voir le coiffeur mardi.
Coupe, coupe, coupe. Parce que là, c'est vrai que on commence à avoir une schneck à la place du crâne, donc c'est quand même pas terrible. Donc, c'est mardi. Mardi, coiffeur, Ruben, qu'on embrasse. Super. Super coiffeur. Il fait des miracles avec ses ciseaux. Parfois, il me parle de sabots. Je dis, Ruben, t'es coiffeur, t'es pas palefrenier, donc tu me fais la coiffure, on n'en parle plus. Et il me dit, oui, sabot 4, sabot 14. Oui, si tu veux, Ruben. Si tu veux, de toute façon, tu fais ce que tu veux, c'est toi le magicien, je vais pas le faire tout seul. Coiffeur, c'est un métier où tu es obligé de faire confiance. Hein. Vraiment, il a la magie entre les mains. S'il veut te faire une coupe de merde, il le fait. Parfois même, ils me font pas exprès. Hein, donc, puis bon, de toute façon, il me voit débouler, il sait très bien qu'en sortant, je vais pas être Brad Pitt, donc il est conscient que il est pas magicien, Ruben. Il est pas magicien non plus. Hein. C'est pas Wingardium Jacques Provost, tu vois, ou je sais pas comment il s'appelle. Franck Provost. Franck Provost. Bon, ben, on va dire Franck Provost. Donc voilà. Hein. C'est comme ça. Hein. Anarchiste de rouille. Ah putain, attends, je suis. Ah, c'est mal poli, ça. Je mastique. C'est un jeu de mots par rapport à. Ouais, t'as compris quoi. Ouais, je mastique en direct. C'est correct ce que je dis. J'ai le droit de le dire. Je mastique. Ah, là, j'ai fini de mastiquer. Là, c'est fini, regarde, je n'ai plus rien. Ah, c'est vendredi, j'en ai plus rien à foutre, hein, vous le savez. Hein. Vendredi, c'est vendredi détente. Parce que je vous montre des choses que j'aime bien, mais je liquide toutes les blagues qui ne sont pas sorties dans la semaine. Donc je peux vous dire que ça va chier les bulles carrées aujourd'hui. Ah bon, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Hein. Donc, c'est vrai, Lab 17 qui dit on a le présentateur que l'on mérite, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Oh, on rigole, on est con, on est con. Ah, vous êtes con, putain. Non, mais c'est l'esprit Juste Bistrot. Franchement, un jour, juste milieu, quand on aura 1 million d'abonnés, qu'on sera plein aux as, la tête de Tata Sandrine, que j'achète un vrai bar, j'achète un vrai lieu, pas loin de Lausanne, ou tant pis, après je me débrouille, on achète un truc, et je viens faire des vrais Juste Bistrot avec vous. Ce serait énorme. Ce serait une dinguerie. On a déjà parlé de cette histoire, en plus de franchise de Juste Bistrot. Je rêverais de faire ça. Le jour où on a un peu plus de pognon, si ça continue, que ça marche bien, on engrange du pognon et tout, je te jure, on fait des dingueries comme ça. On ouvre une chaîne de bars Juste Bistrot, ce serait à crever de rire. En vrai. Et on fait des lieux de vie comme ça et tout. Interdit aux gens qui cassent les couilles. On met les panneaux, tu vois. Si tu rentres en disant oui, t'as pas le droit de dire ça, ça dégage. Je donne les consignes à tous les gérants de mes franchises. Le premier qui dit oui, on n'a pas le droit de le dire, dehors. Voilà. Ça discute, ça papote. Dans le bar, il y a des baby-foot, obligatoire. Il y a des tireuses à bière. Il y a des planches. Alors, pas des planchettes 19 €, un bout de jambon et un paquet de beurre président. Non, non. 19 €, t'es blindé. Tu sors, t'es bien. Il y a de la rillette, il y a du pâté de campagne, il y a du pâté en croûte, il y a du chorizo, il y a de la rosette, il y a du saucisson. Et on est content. Tu manges pas de charcuterie, il y a du fromage. Tu manges pas de fromage, dehors. Non, quand même. Non, non, non. Fera attention aussi, mais. Non, non, mais à chaque fois, je vous parle de ça le vendredi d'ailleurs. Un vendredi sur 4, on doit revenir là-dessus d'ailleurs. Mais c'est vraiment un projet qui me ferait rêver. Tu vois, dans l'idée de se dire, bah voilà, Juste Milieu va continuer à grandir parce que vous êtes là, parce que vous êtes une communauté de dingue, parce que grâce à vous, on a déjà fait des aventures de fous. C'est Juste Mensuel, c'est le banquet, c'est la boîte noire. Aujourd'hui, c'est le spectacle. Et j'ai envie de rêver. Tu vois, j'ai envie de me dire, qu'est-ce qui se passe plus loin dans cette aventure parce qu'on va aller au bout. Tant que vous êtes là, tant que ça vous plaît, on y va à fond, tu vois. Et je te jure que c'est un truc, mes premiers degrés, qui me fait rêver, ça. Une franchise de bar, tu sais. Moi, j'aimerais que ce soit bar et librairie d'occasion. Ça me plairait. Les décors, tu as au moins un pan de mur avec une grande bibliothèque, avec des bouquins, tu vois. Les gens viennent les déposer, ils prennent un peu de pognon, puis les gens peuvent les racheter, tu vois. À pas cher, où tu peux feuilleter quand tu bois ta bière. Ça, c'est pas mal, tu vois. Et donc, ça ferait librairie d'occasion, bar et mes bars bonnards, tu vois. Il y a du baby-foot, il y a un petit coin scène, on peut faire des comédie clubs, ce serait super, ce serait top. Je redis, baby-foot, ça me semble très important. Il y a des trucs pour les gosses, ça c'est très important. Un coin pour les gosses. Parce que c'est normal, tes parents, tu as envie de faire la bringue, tu as envie de bricoler. Dans tous mes bars, il y aura un coin enfant. Tu vois, que tout le monde peut voir pour surveiller ses gosses et tout, avec des jeux un peu sympatoches, pour occuper les chiards pendant que tu bois ton coup. Tu as le droit de boire ton coup avec tes gosses. Donc ça me semble très important. Un petit coin gosse sympatoche. Ensuite, baby-foot, je le redis. Ensuite, minimum 10 tireuses à bière.
avec 5 bières connues, tu te fais démarcher par les vendeurs, pas de problème, et 5 bières obligatoirement du secteur à moins de 300 km. Ou 200, ça dépend les régions. Tu as des régions où il n'y a pas trop de bière. Donc au moins minimum 200 km, tu as 5 tireuses qui sont réservées pour des tireuses du coin. Tous les produits qui sont vendus, c'est des produits locaux. Pareil, à moins de 200 bornes, grand max. Donc en fait, c'est jamais la même carte. C'est pas standardisé. C'est que des trucs, bah voilà, si dans ta région, ça fait des endives, bah tu manges des endives. Et sur ta planchette, il y a des endives et tu nous casses pas les couilles. Pickles d'endives, c'est très bon. Donc tu nous emmerdes pas. Les charcuteries, elles viennent du coin. Les légumes, ils viennent du coin. Donc c'est jamais pareil. C'est pas pour la jouer bobo et colo mes couilles, c'est juste que t'as des trucs pas loin, tu bricoles avec les trucs pas loin. Donc ça, c'est Mais vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point c'est clair dans ma tête, cette histoire. C'est un truc qui me ferait vraiment kiffer. Vraiment, j'aimerais beaucoup faire ça. Le jour où on a du pognon, je vous jure, on investit là-dedans. Je pense qu'il faudrait quoi? Pour acheter un lieu, ce serait pas dans les grandes villes, hein. Ce serait pas dans les centres-villes, ce serait dans villes moyennes. Tu vois, ville moyenne, après ce serait où on peut aussi, tu vois, avec des zones de chalandise pas trop mal. C'est quoi, c'est 100 000 balles, j'imagine, un investissement pour acheter un lieu, faire tout ce qu'il faut. J'ai aucune idée en vérité. Mais l'idée, l'endroit dans ma tête, il est clair et net, tu vois. Il est clair et net. Avec des grandes tables. Ça, ce que je veux, c'est les grandes tables. Comme dans les Biergarten en Allemagne, en Autriche, ils ont ça. C'est des jardins souvent en extérieur à la belle saison, avec des grandes tables en bois, des grands bancs et tout. Moi, je veux ça. Je veux pas des tables de 2, des tables de 4, on s'en bat les couilles. Il y a que des grandes tables. Comme ça, tu es obligé de t'asseoir avec des gens que tu connais pas et tu bricoles. Et puis après, on met 3-4 tables à 2 pour les couples. Comme ça, voilà, tu te dragues à la tienne, à la mienne, bim, levrette. Donc voilà, c'est assez clair comme projet dans ma tête. S'il y a des investisseurs, contactez-moi. Ça s'appellera Juste Bistrot. Et ce sera un kiff, faire la tournée des Juste Bistrot. Je viendrai faire des bouts de spectacle. On fera des comédie clubs. On fait venir des humoristes. Alors pareil, obligé, t'as pas le droit de parler des applications de rencontre et des couples. On s'en branle. Faut faire des blagues sur les vrais sujets. Donc un vrai lieu de vie. Puis après, on peut en ouvrir dans des petits coins, tu vois, où ça peut faire la poste. Ça peut faire, je sais pas, ça fait relais colis, ça fait épicerie, pourquoi pas. Si on ouvre dans des secteurs où il n'y a pas trop de services publics, de choses comme ça, bah tu peux avoir un coin épicerie. Tu peux avoir un coin épicerie dans le Juste Bistrot. Comme ça bricole. Comme ça, il y a tout ce qu'il faut, tu vois. Non, mais franchement, je déconne pas. Plus ça va, et moins je déconne. Et je pense que avec les sous que rapporte le spectacle, on va être très clair, avec les sous que gagne Juste Milieu et tout, c'est un truc qui me plairait à fond. C'est un truc qui me plairait à fond un jour de mettre du pognon dans ce genre de projet, en fait. Et puis pour en ramener encore plus et développer encore plus d'autres lieux, t'imagines? On développe comme ça un empire de Juste Bistrot. C'est extraordinaire. Non mais franchement, je trouve. Non, en vrai, oh putain, ça me fait rêver. Ça me ferait rêver, ce serait terrible. Alors par contre, c'est l'organisation. Là, il me faudra un respo. Là, il me faut un respo développement Juste Bistrot. Mais c'est vrai que la franchise, ça me branche à fond. Ça me branche à fond. Puis on le ferait à la McDo, tu vois. Juste Milieu achète les lieux. Et en fait, le mec qui a la franchise, il paye son loyer à Juste Milieu. On le ferait à la McDo, c'est intéressant comme système. Faut savoir que McDo, ils gagnent pas de pognon ou presque pas sur la nourriture. Avec les centaines de points de vente à travers le monde, ils gagnent un peu d'argent. Mais en fait, la technique de McDo pour développer son empire, et j'avais lu un bouquin là-dessus, je crois qu'ils en parlent dans le film The je sais pas quoi, qui raconte l'histoire de McDo. McDo, ils achètent un local, ils l'achètent en propre, et le mec qui veut faire une franchise McDo, il paye son loyer à McDonald's. Et ensuite, il suit toutes les grilles standardisées des produits McDo et compagnie. Mais en fait, McDo marche très peu sur la nourriture distribuée dans les franchises, c'est sur l'immobilier qu'ils font du pognon. Et je trouve que le modèle est vachement intéressant. Et je pense qu'on ferait comme ça. Le jour où on lance vraiment ce truc-là, et ça me ferait kiffer. Hein. Franchement, si on continue à grandir comme ça et que Juste Milieu se développe, je vous jure, la tête de ce que j'ai de plus cher qu'on investit là-dedans. Dès que je fais un peu de pognon, on marche sur ça. Et donc, ouais, c'est ça. On achète les lieux et en fait, le mec qui a la franchise, il a l'assurance d'avoir son local parce que il est dépendant de Juste Milieu. Donc, en fait, c'est tranquille, tu vois. C'est pas dépendant de la mairie ou de je ne sais quel propriétaire. Et après, il paye son loyer. Il paye son loyer. Et puis, en fait, la carte et tout, c'est lui qui l'établit.
C'est lui qui l'établit, à ce que je vous disais. Moi, j'aime bien l'idée de, en plus, profiter à un bassin local d'activité où, en fait, bah, tu travailles avec les agriculteurs pour tes légumes, avec les brasseurs du secteur pour tes bières, pourquoi pas avec des distilleurs ou distilleurs, on va dire, distilleurs du secteur. Alors, t'as des endroits qui seront plus avantageux. Avantageux, ça dépend. Et c'est là où ça va être chouette. Chaque région aura ses trucs. Le Juste Bistrot en Bretagne, il va bricoler avec le cidre. Il va se régaler, quoi. Avec le chou-chêne. Mais c'est vrai que Chaîne Zéro dit on l'a déjà fait, il faut avoir une licence 4. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Après, bon, j'ai aucune idée, sincèrement, sur mon avis, l'aspect administratif, ça doit être une tannée pas possible. Mais franchement, moi, c'est un truc qui me ferait vraiment kiffer. Donc, ça peut être un projet vachement intéressant au sens de tout ce qu'on fait. Dans le sens de tout ce qu'on fait, avec encore une concrétisation. Non, ça me plairait. Franchement, allez, laissez-moi engranger un peu des sous là, avec le spectacle. Je vous jure, j'investis là-dedans. Je suis très, très chaud. Je suis vraiment bouillant. Vraiment bouillant, ça me plairait beaucoup. Et ouais, il y a plus de saison qui dit tous les bars ferment et vendent leur licence. Ouais, c'est vrai. Et Jojo, l'astico sauteur, attention, la licence 4, c'est que pour les spiritueux. Si on fait que la bière et le vin, on est bon, nous, il faut quand même licence 4. J'en ai aucune idée, en vérité. Babcom 5, merci mon Babcom pour le subprime, 33e mois. On a Tétane machin qui dit Rémi, on a un petit festival de musique en Alsace où tout est local, mais local très proche, il faut que tu viennes. Je t'y invite avec plaisir. Bah, écoute, écris-moi, camarade. Attends, je te mets mon adresse mail dans le chat. Donne-moi toutes les infos avec plaisir. Si ça peut se goupiller, je viens. L'Alsace, c'est pas très loin, et puis on vient à Strasbourg en septembre. Je sais pas si ça coïncide, mais... Et bon, il n'y a plus de saison qui nous dit, sachant que si tu fais de la restauration, tu as droit de vendre de l'alcool, c'est la licence 3 ou 5, je sais plus. Ouais, ce serait restauration. Ce serait restauration, je dis, de la planchette, des machins et tout. Un truc qui peut se bricoler. En gros, le lieu, il pourrait être tenu, je pense, par 2 personnes. Après, ça dépend de la taille du bordel, mais il faudrait une personne en cuisine, une personne au bar. Ouais, non, 3 peut-être. 3 avec une personne qui est entre les deux. Mais non, moi, c'est premier degré, hein, sans mauvaise blague, ça me chauffe vraiment et j'aimerais beaucoup aller au bout de ce projet, mais on aura l'occasion d'en reparler, évidemment, les copains, évidemment, les amis. Alors, on va y aller avec l'émission aujourd'hui, on a pas mal d'actualités pêle-mêle. On parlera rugby également à la fin, je vous donnerai mon pronostic sur ce match. J'ai hâte comme Jaja, les amis. J'ai hâte, mais vraiment, ça va être un match de fou. Ça va être super, ce France-Irlande qui arrive demain, les copains. Putain, j'ai des gros cheveux, c'est terrible, bordel. On va y aller avec les sujets. En plus, j'ai plein de séquences rigolotes pour ce vendredi, fin de semaine, les copains. On célèbre la fin de semaine ensemble, on est ensemble plus que jamais, les amis. Et cette terrible pompe à vélo de Thomas Guénolé qui nous a régalé. Alors, on en a parlé hier, si je dis pas de conneries, rappelez-vous, où ce bon vieux Thomas Guénolé nous a dit qu'il allait aller sur le front. C'était sur Sud Radio. Il a dit qu'il était prêt à aller sur le front. Merci à Chiki, 2494, qui vient de subprime 31e mois. Merci beaucoup. Et cette pompe de Thomas Guénolé, il a fallu 24 heures pour que la France entière puisse voir à quel point ce mec est un ramasse-miettes. Regardez-moi, c'était sur TPMP hier soir. Donc ce monsieur qui a dit « Je veux aller faire la guerre, je suis prêt à aller me battre », regardez la branlée qu'il a prise par Cyril Hanouna en direct. Je peux vous dire que la Légion étrangère regrette d'avoir voulu le recruter. Sur ce sol. Moi j'y crois, vous ne croyez pas et encore tout. Oh, la ferme. La ferme. Non, pas comme ça, pas la ferme. Non, pas la ferme. Si, c'est la ferme, vous êtes sûr? Oui, la ferme. Ok, salut. Merci, salut, ouais. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Vous ne me parlez pas comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous venez dire la ferme, c'est grossier. Il y a des jeunes qui nous regardent, vous me parlez comme ça se fait pas. La ferme, c'est insupportable. Quand je dis stop, c'est stop. Oui, là c'est vrai, d'accord. Non, là, ok. Sinon, c'est le chaos le plus rapide de l'histoire. C'est tout Thomas, ça, c'est tout Thomas. Non mais Thomas... Oui, mais me dites pas la ferme devant tout le monde, il y a des gens qui regardent, ok? Moi je fais un effort pour rester poli avec vous quand vous m'envoyez chier comme une merde. Vous ne me dites pas la ferme, mais ça se fait pas. Ouais, c'est vrai. Non mais je vous le dis parce que c'est gonflant, je prends sur moi, vous arrêtez de me parler comme une merde, ça se fait pas. Parce que vous êtes insupportable. Oui mais c'est pas une excuse, même quand quelqu'un est insupportable, on reste poli. Je vais vous dire la vérité, vous viendrez plus parce que sinon je vais m'énerver.
Vous pouvez vous énerver, bien sûr, mais on peut rester courtois aussi, vous comprenez ça? Vous le savez, je vais m'énerver. Tu te rends compte? C'est insupportable. Quand on dit stop, c'est stop, Thomas. Oui, ça c'est vrai, ça ok, vous êtes Thomas, vrai. tu te rends compte quand même que tu reproches à Cyril de Et pas puis, être il poli? y a des gens, je vous dis, vous faites énormément de mal à beaucoup de gens en disant ce que vous dites. Voilà. Donc vraiment, mais le caca culotte du type, mais vraiment la marche arrière sidérante, mais rien ne va dans la séquence. Mais Hanouna qui se comporte comme le pire des connards en plus, et c'est aussi ce qui m'impressionne. On en a beaucoup parlé cette semaine, on va pas refaire des heures là-dessus, mais vraiment le comportement d'Hanouna qui pour le coup a évolué. Merci à ma Alexandrine59 que j'embrasse qui vient de ce prime 30e mois. J'espère que tu vas bien. Je vous l'ai dit, les amis, alors ça m'emmerde parce qu'on en parle beaucoup, mais mon Bab comme 5 qui dit Rémi, c'est parce que s'il quitte le plateau, il ne touche pas à sa paie, donc son salaire. Remets-moi ton message dans 2 minutes. Je finis juste ce que je voulais dire et c'est très intéressant ce que tu dis. Je vais rebondir là-dessus. Si jamais j'oublie, tu me remets ton message dans le chat. Hanouna, je vous l'ai déjà dit, les amis, moi j'aimais bien, je regardais beaucoup quand j'étais en prépa, donc 2000, même un petit peu avant, lycée, prépa, début école de commerce là à Toulouse, je regardais pas mal. Je regardais beaucoup Touche pas à mon poste, j'aimais bien quand c'était encore une émission de médias, que ça analysait les émissions TV, les tendances, les machins, les bidules. Ils avaient quand même des pointures autour du plateau. Par exemple, c'était Christophe Carrière niveau cinéma qui était pas mal, Thierry Moreau niveau télé qui était fort, Gilles Verdez joue à l'abruti, mais il a écrit des bouquins d'investigation sur le monde du foot, et notamment le Qatar, sauf erreur, qui sont vraiment super. Il y avait des gens de qualité. Petit à petit, c'est devenu une émission de divertissement, encore plus qu'avant, et j'ai lâché petit à petit, mais je n'ai aucun grief contre Cyril Hanouna, presque au contraire. Honnêtement, presque au contraire. Je l'apprécie plutôt bien. Mais ceux qui le défendent, il n'y a pas de problème, pas de souci. Mais est-ce qu'on peut reconnaître en toute honnêteté intellectuelle que même son comportement a changé? Il est devenu insultant avec ses chroniqueurs, il est devenu sec, il se comporte vraiment de manière autoritaire, voire plus qu'autoritaire. Alors, toute proportion gardée, je ne veux pas vous dire que c'est un dictateur, on parle d'une émission de TV, donc il faut se détendre, mais il a complètement évolué, je trouve, par rapport au début. Il est devenu, voyez, mon Bab comme ça, il est devenu infect, je suis d'accord avec ça. Je trouve que ça renvoie une image, et je comprends encore moins, en fait, le fait que les gens le défendent à ce point-là. On nous parle de liberté d'expression, alors qu'il n'hésite pas à faire fermer le bec au moindre de ses chroniqueurs qui va contre lui. Donc, sur le plan purement formel, sur la forme du sujet, je ne comprends pas comment on fait de Cyril Hanouna le grand héros de la liberté d'expression, alors que le type n'est pas foutu de la respecter sur son propre plateau. Parce que, et loin de moi l'idée de la défendre, Géraldine Maillet, qui est une gigantesque pompe à vélo, a un avis souvent contradictoire et il la met minable. Guénolé, pareil, mais qui est vraiment golden pompe à vélo, c'est la même. Donc, en fait, aujourd'hui, le système de TPMP est de faire venir des gens qui ont un avis contraire à Hanouna. Donc l'avis d'Hanouna, en gros, c'est le sens du vent. C'est un avis supposément dissident, mais qui lui donne à la fois la bonne image du mec qui ose dire des vrais trucs, qui ose parler des problèmes des Français. Et donc il a besoin de recruter des chroniqueurs pompe à vélo comme Guénolé, Géraldine Maillet et compagnie. Il a besoin de les faire venir pour les humilier et que les gens disent « Ah ben voilà, Guénolé qui est un putain de gauchiste, au moins il peut pas parler chez Hanouna ». Mais en fait, on est dans l'humiliation pure et dans l'instrumentalisation, en vérité. Donc bon, on va pas refaire là-dessus des heures, mais je voulais vous parler de ça parce que vraiment, Guénolé, j'ai l'impression que pour être un petit peu, tout petit peu grivois, c'est pas le genre de la maison, mais Guénolé, c'est vraiment le mec qui propose, enfin, le mec qui regarde sa femme se faire l'amour par 4 autres personnes, ou vice-versa, hein. Une femme qui regarde son mec faire l'amour à d'autres femmes. Il y a un truc que je trouve, il prend du... Non, mais même pas, c'est même pas ça. Je prends une métaphore à la con, c'est même pas ça. C'est que le mec prend du plaisir à l'humiliation. Après, chacun ses délires, il n'y a pas de problème, chacun ses délires sexuels. Pour ça, mon exemple était pas bon, on s'en fout en vérité. C'est pas ça. C'est que le mec jouit d'être humilié. Donc, je ne vais même pas prendre de métaphore sexuelle. Il jouit d'être humilié. Donc, je veux dire, le niveau d'estime en fait, qu'il faut pour venir dans une émission où vous allez être humilié, on va vous faire taire, et vous n'êtes qu'un faire-valoir pour vos idées, je trouve que ça en dit long sur le bonhomme, quoi. On dit souvent un cuck, aujourd'hui, c'est l'expression, et j'ai jamais trop compris ce que ça veut dire, c'est de l'anglais, je suppose, peut-être c'est cuck, je sais pas, peut-être c'est cuck. Donc,
je trouve ça sidérant, quoi. Je trouve ça sidérant. Et ce mec-là veut aller au front. Ce mec-là veut aller au front. C'est quand même... Enfin, je peux pas m'empêcher de vous la sortir celle-là, mais un mec qui se fait bifler autant, ça m'étonne pas qu'il veuille y aller au front. C'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est assez bluffant, quoi. Bon, le seul front où il va aller, enfin bon bref, on va arrêter là-dessus. Ah, je suis grivois aujourd'hui. Ah, pourtant, d'habitude, c'est finesse et souplesse. Ah là, j'y vais. Ah, là, j'y vais, tu vois. Mon Bob comme 5 qui disait quoi? Oui, sur le salaire. Sur le salaire. Alors, effectivement, sur le salaire, il peut rien dire parce que sinon, il n'est pas payé. Ah oui, voilà. Merci à Aesio15 qui m'a donné la traduction de cuck en anglais. Ça veut dire candole. Effectivement, ça, j'en avais un peu plus entendu parler déjà. Candole, c'est des gens, si je dis pas de conneries, qui prennent du plaisir à voir leur partenaire prendre du plaisir avec d'autres gens. C'est ça, hein. Candolisme, si je dis pas de conneries. Voilà. Vous taperez pas sur Google parce que ça va vous amener sur des trucs. Voilà. Oui, au cocu, effectivement, nous dit KGP Sismique, j'aime bien. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Voilà, bon, bah tu vois, on parle de tout dans le Juste Bistrot, c'est pas mal. Donc, non, voilà. Mon Bob comme 5 que j'embrasse, j'espère que tu vas bien, camarade, qui dit pour toucher la paix, il faut pas quitter le plateau. Alors, effectivement, c'est peut-être l'argent qui dicte cela. C'est l'argent, ce sont les caméras, ce sont tout ça, hein, Et effectivement, on va essayer d'être mesuré, pas avoir des problèmes encore. Mais c'est aussi ce qu'on appelle la dignité d'un homme, à un moment donné, d'un homme avec un H majuscule, hein, ou d'un homme ou une femme, si vous voulez, avec un H minuscule. C'est aussi la dignité d'un individu d'accepter que l'argent, le pouvoir, les caméras ne nous obligent pas forcément à renier nos valeurs, renier nos idées, à prendre la défense de quelqu'un de manière erronée, de manière fausse, ou alors l'argent ne justifie pas non plus l'humiliation. C'est pour ça que je parle du plaisir que prend Thomas Guénolé, parce que même pour 500 balles par émission, pour 350 balles, je ne sais pas quel est le salaire, même pour cette valeur-là, il y a une question d'honneur. Donc, est-ce que 500 balles, 300 balles, 600 balles par émission, est-ce que ça vaut votre honneur? Si ça les vaut, bon, bah oui, effectivement, Thomas Guénolé est une pompe à vélo, mais au moins assumé. Donc, c'est aussi ça. Et c'est pour ça qu'il faut, sans distribuer les leçons de morale, c'est toujours que mon avis, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça vaut que pour moi, il n'y a pas de valeur universelle dans ce que je vous dis. Mais gardons-nous de... d'oublier l'existence de ces liens d'intérêt, de ces conflits d'intérêts, qui font que certaines personnes ont pu, à un moment donné, sembler du bon côté du vent, du bon côté des valeurs, à dénoncer les conflits d'intérêts, à dénoncer la duplicité de notre époque, de notre société, la duplicité de personnalités médiatiques. Ben, ces mêmes personnes, parfois, pour le pognon, pour l'argent, pour l'exposition, pour je ne sais quoi, en viennent à renoncer à ce qu'elles ont pu défendre fut un temps. Et Guénolé en est l'exemple parfait. Guénolé en est l'exemple parfait. Et aujourd'hui, on est en train de comprendre ce genre de choses avec des prises de position qui ne sont pas justifiées pour des questions partisanes, pour des questions d'exposition, pour des questions d'argent et peut-être pour des questions de pouvoir futur. On va être très clair. Je fais un lien avec le débat parce que c'est une réflexion que j'ai depuis un bout de temps, les amis. À force de me ramasser des vaguelettes d'excréments dans la gueule en m'en étant pris à Hanouna, Knafo et compagnie. On y reviendra là-dessus. Je mettrai au clair cette réflexion, mais l'avis que j'ai sur ces questions-là aujourd'hui, les amis, c'est, je vous ai parlé hier et avant-hier de changement de paradigme politique, de changement de paradigme idéologique. Ça concerne tout le monde. Ça concerne les médias mainstream, ça concerne les médias alternatifs, ça concerne les citoyens, ça concerne tout le monde. On voit peut-être s'installer un changement de paradigme, ça c'est assez certain, qui nous emmène vers une sorte de proto-populisme qui en vérité est juste le nouveau visage du néolibéralisme. On parle par exemple de Milley, on parle par exemple d'Elon Musk, de gens qui veulent sabrer toujours plus l'État avec un délire peut-être libertaire. Mais le libertarisme dans ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire on sabre tout ce qu'on peut pour l'État et on maximise le bénéfice, on maximise le capital. Et tout ça en faisant croire au peuple que c'est pour son bien.
Donc c'est ce que je vous dis, maintenant ça fait 2 semaines qu'on parle de ça, que pour moi Sarah Knafo est la tête de pont de ce genre de projet en France, qui est le faux nez du néolibéralisme, où on dit aux gens ouais les migrants, ouais les migrants, et on prétend leur parler de leurs vrais problèmes, et c'est pour en vérité en faire, pour creuser d'autres problèmes, creuser davantage d'autres problèmes, à savoir les réductions des dépenses de l'État et compagnie. Il y a eu un papier très intéressant dans Marianne d'ailleurs là-dessus, que je vous montrerai. Donc, ce changement de paradigme politique va faire qu'en 2027, on aura du Bardella, on aura du Knafo, des gens qui prétendront, comme Musk, comme Milei et compagnie, prétendront dégraisser l'État, faire la chasse à toutes les dépenses qui servent à rien. Sauf qu'il n'y a pas que ça. Ils vont faire la chasse à toutes les dépenses publiques, point. Ce qui est l'une des finalités du projet néolibéral, du projet libertarien, et du projet qui est porté par ces gens-là, qui sont tout à fait alignés avec Bruxelles, alignés avec les enjeux atlantistes, les enjeux américains. On va reparler de l'intervention de Bardella, je veux dire, on ne peut plus clair que jamais. Knafo, c'est pareil. Et d'une certaine manière, Hanouna est le volet divertissant de ce changement de paradigme idéologique. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, j'ai fait mon analyse sur Hanouna, sur Knafo, on est d'accord, on n'est pas d'accord, chacun en pense ce qu'il veut, hein, bien sûr. Mais je pense sincèrement que il y a des gens qui sont en train de se positionner en vue de l'arrivée en 2027 de ce changement de pouvoir, de ce faux changement de pouvoir à mon avis, mais de changement de pouvoir. Et des gens qui se disent, bah tiens, il y a peut-être intérêt à défendre ces gens-là, défendre Knafo, Hanouna, machin et tout, en vue de se positionner pour plus tard. On mise sur le cheval. Et ça, très franchement, les amis, j'ai rarement été aussi méfiant à la vue d'une situation. Parce que, pour être très clair avec vous, ce que je ressens depuis plusieurs semaines, qui n'est que mon avis une fois de plus, tout ça concerne aussi les médias alternatifs. Ne vous leurrez pas, ne vous racontez pas d'histoire. Les médias alternatifs sont menés par des humains comme les autres. Donc, vous n'avez pas à nous faire confiance aveuglément, ça je vous le dis suffisamment sur Juste Milieu, ne me croyez jamais sur parole. Cherchez par vous-même, mettez en doute ce que je vous dis, creusez, lisez, faites-moi mentir, montrez-moi que j'ai tort, ce sera d'autant plus enrichissant pour moi. Surtout, ne me croyez jamais sur parole. Ne nous faites pas confiance aveuglément. Parce que il y a aussi de l'opportunisme, il y a aussi du positionnement. Et quand je vois des gens qui ont pu défendre, par exemple, la lutte contre les conflits d'intérêts au moment du Covid, ont pu défendre le phénomène d'hypnose collective qui a eu lieu avec Emmanuel Macron, où on a défendu Emmanuel Macron alors que derrière lui, il y avait des milliardaires, il y avait des opportunistes, il y avait tout un système qui s'est mis en place pour faire monter un mec dont tout le monde ignorait le parcours et les compétences. On revoit les mêmes choses aujourd'hui derrière Knafo, Bardella et compagnie. Et donc, on voit des médias alternatifs, des médias mainstream, des intervenants qui ont fait preuve d'une clairvoyance à une époque et qui aujourd'hui tombent dans ces phénomènes, à mon avis, tombent dans des phénomènes d'hypnose, dans des phénomènes d'opportunisme, à miser sur ces chevaux-là, mais qui seront tout aussi rapides à faire marche arrière le jour où il faudra les faire tomber. Donc tous ceux qui aujourd'hui vous disent « Hanouna, c'est super, Knafo, c'est super », de manière non réfléchie, à la limite, ça, c'est pas grave, chacun a son avis, mais surtout de manière partisane, et qui veulent diaboliser ceux qui ne pensent pas pareil, qui veulent s'en prendre à ceux qui ne pensent pas pareil, qui veulent d'une certaine manière criminaliser leurs paroles, comme on a vu au moment du Covid. Hein. Il y a les bons, il y a les mauvais, il y a les pros, il y a les antis. On voit ce phénomène-là fleurir sur Hanouna, sur Knafo et compagnie. C'est pour moi un phénomène de mise. C'est un jeu de poker que font ces gens-là. Mais quand il sera évident que Knafo est une traître à la nation, qui n'a pas d'autre projet que d'arriver au pouvoir pour faire du Milei à la française, sans aucune remise en cause de l'Union européenne, sans aucune remise en cause des États-Unis, sans aucune remise en cause du système actuel, quand les gens vont comprendre ça et qu'on va commencer à la faire tomber, elle ou Bardella ou je ne sais quel candidat prétendu dissident, ou en tout cas apportant un renouveau politique, vous verrez les soutiens d'aujourd'hui qui se retourneront et qui, une fois de plus, diront « Ah ouais, mais nous, on est contre, on est anti-machin, on analyse, on est machin et tout. » Ouais, mais pour l'instant, vous vous êtes leurrés. Donc, je suis de plus en plus prudent là-dessus aujourd'hui, les amis. Vous l'avez vu comme moi. Attendez, excusez-moi. Vous l'avez vu comme moi ces derniers jours. Et c'est normal, c'est le jeu, il n'y a pas de problème.
je m'en suis pris dans la gueule parce que j'ai parlé de Knafo, de Bolloré, d'Hanouna, de choses comme ça. Et franchement, c'est le jeu, il n'y a aucun problème. Mais ce qui m'a sincèrement dérangé, c'est qu'on remette en cause mon engagement même et qu'on m'attribue des positions que je n'ai jamais tenues officiellement pour me décrédibiliser. Je pense à Fabrice Divisio, on va être très clair, qui a eu besoin de dire que mon défaut était d'être de gauche pour me décrédibiliser. C'est tout à fait son droit, évidemment, et c'est pas du tout un problème d'être de gauche. Mais on sait ce que cela veut dire dans la bouche de Fabrice Divisio, comme dans la bouche d'Hanouna, si vous voulez. C'est la gauche du gauchiste, hein, qui casse les couilles, qui veut censurer l'extrême droite et compagnie, tu vois. C'est pour ça que ça m'a gêné. Être de gauche, j'en ai rien à foutre. J'ai des idées politiques de gauche sur certaines idées, sur certains points. J'ai des idées de droite, j'ai des idées souverainistes. Enfin, vous le savez pour ceux qui suivent la chaîne. Il a eu besoin de dire que j'étais... de m'attribuer cette image négative de gauche, parce que je refuse de croire que c'était une image positive. Hein. Gauchiste, ça aurait été plus clair, par exemple. Il a eu besoin de ça, si vous voulez, pour me donner tort, pour m'attribuer une étiquette, une sorte d'étiquette dans le dos et dire, bon ben voilà, lui il est de gauche, donc voilà pourquoi il a fait ce travail sur Hanouna, machin et tout. On en a parlé, il n'y a pas de problème, c'est réglé. Mais avec Knafo, c'était pareil. Avec Knafo, j'ai vu des gens qui m'ont expliqué qu'en fait, j'étais pro-Asselineau, et c'est pour ça que je lui tapais dessus. Enfin bref, on va pas refaire toute l'histoire, mais je vous dis juste que je suis de plus en plus méfiant, parce que il y a un phénomène aujourd'hui semblable à celui d'Emmanuel Macron qui se met en place, avec des médias, avec des fortunes, avec des intervenants médiatiques et aujourd'hui avec des médias alternatifs qui sont en train de construire une sorte de réalité alternative avec les pros et les antis. Et à partir du moment où vous faites un travail sérieux d'analyse, de remise en question, je ne dis pas de critique acerbe, je ne dis pas de dénonciation. Et encore, étymologiquement, la critique, c'est la mise en crise. Donc, un travail de critique étymologiquement, mais qui n'est pas... Je n'ai pas cherché à descendre Hanouna ou Knafo, je m'en fous, vous les avez vus, les vidéos, c'est pas le sujet. Mais je vois des retours partisans qui sont très intéressants. Donc, affaire à suivre, les amis. Mais pour vous dire que je trouve que le vent souffle, et c'est intéressant ce qui est en train de se passer. Donc, voilà, les amis, on enchaîne, parce qu'il est déjà 17h10, non mais c'est complètement fou. On enchaîne, les amis, avec quelques petites séquences pêle-mêle. On continue, bien sûr, sur Macron, la Russie, Macron, la guerre, Macron, tout ça. Donc, une fois de plus, hein, je vous ai fait quelques retours là-dessus. Hier, on en a déjà parlé, on va pas radoter. Quelques petites nouvelles séquences qui sont tombées. Et notamment cette intervention d'Emmanuel Macron qui nous a sorti une phrase extraordinaire. Écoutez-moi ça. Dans Poutine, donc, s'il réagit comme ça, c'est qu'il sait que j'ai dit vrai. Et que je sais que il peut trahir les accords qu'il signe. Et qu'il l'a déjà fait, que je suis là pour en témoigner, puisque nous étions avec la chancelière Merkel les garants, par le processus de Normandie, d'accords de Minsk qu'il a délibérément violés. Ensuite, je pense qu'il fait un contresens historique et ça m'étonne de lui. Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples. Et notre volonté, nous, c'est d'être une puissance de paix et d'équilibre. Au fond, tout ce que nous faisons, par les choix, y compris d'ailleurs de nos armées, pour éviter la guerre de demain, ce sont des choix de paix. Et donc je pense que le président Poutine devrait revenir à cette vision-là. En tout cas, c'est un contresens historique. Dans la référence, c'est sans doute qu'il fut piqué du fait que nous avons démasqué son jeu. S'il y a un cessez-le-feu, ça n'est pas pour faire la paix durablement. Ce sera pour mieux reprendre la guerre. Voilà. Donc, c'est un peu la tarte à la crème, on l'utilise souvent, mais là, on est dans un discours parfaitement orwellien. Parfaitement orwellien, c'est-à-dire... Je cite, hein, « Nous avons démasqué son jeu. S'il y a un cessez-le-feu, ce n'est pas pour faire la paix durablement, ce sera pour mieux reprendre la guerre. » Donc là, par exemple, il n'y a pas de complotisme. Ça n'est pas complotiste, hein, évidemment. C'est Emmanuel Macron qui énonce cela. Il énonce clairement une supposition sur la base d'intentions absolument pas prouvées et prouvables de Vladimir Poutine. C'est-à-dire, en fait, en signant la paix, on va signer la guerre future. Mais ça, c'est pas complotiste. Donc la paix, c'est la guerre. Faire la paix, c'est faire la guerre de demain. On est pleinement dans ce que Orwell dénonçait dans 1984. On y est. En plus, avec Emmanuel Macron, je sais pas, le délire qu'il a en ce moment, il y a des sortes de rouflaquettes
Donc il est en train lui aussi de nous la jouer à la Milei, mais juste sur le plan de la coiffure. Voilà où on en est, quoi. Voilà où on en est, si vous voulez. C'est assez bluffant de facilité dans l'analyse. C'est-à-dire, personne n'a besoin de ce que je vous dis là pour comprendre la supercherie de la chose. En plus des éléments que je vous ai donnés hier, qui pour moi démontrent que tout ce qui se passe est un vaste théâtre. D'ailleurs, hier, je vous disais que la France était le seul pays à vouloir véritablement s'engager dans la guerre mondiale, si l'on en croit Emmanuel Macron. Giorgia Meloni a déjà réagi en disant que aucun soldat italien ne serait envoyé sur le front. Elle a déjà fait marche arrière. Déjà. Donc, tout ça est absolument ridicule. On a dans les médias, bien évidemment, hein, ce matin, j'ai fait mon petit tour, on a des choses magnifiques. Je vais vous lire une phrase du Parisien. Donc, attendez, je me suis noté. Page 4, bougez pas, j'arrive. La match du PSG, s'en fout. Regardez, je vais vous montrer. Page 4, tac, 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 on est là. Voilà, on a une phrase, et c'est là où c'est intéressant ce qui se passe, les amis. Je vous le dis souvent, c'est pour ça que je lis les médias mainstream. C'est parce qu'ils ne mentent pas. Ils trahissent la vérité, ils tordent le réel, ils ont une interprétation scandaleuse des faits, mais ils ne mentent pas, ils disent les choses. Et regardez ce qu'on peut lire aujourd'hui dans le Parisien. C'est le dernier paragraphe de cette page qui est ici. Je vais vous le lire pour comprendre à quel point ils nous disent les choses. Cet activisme diplomatique permettra-t-il à Macron de remonter la pente dans son pays? C'est bon pour lui parce que personne ne peut demander la destitution ou la démission du président dans ce contexte, se réjouit un de ses premiers lieutenants. Alors qu'il y a 3 mois, on se demandait s'il allait terminer l'année. Mais attention, avertit le même, il ne faudrait pas que les gens aient le sentiment qu'on a envie de la guerre. Donc vous voyez à quel point il n'y a pas de mensonge. Et c'est pour ça que j'aime lire les médias mainstream. J'aime regarder les médias mainstream parce qu'ils vous disent les choses. Sur la base de fuite d'un des premiers lieutenants, on ne sait pas qui c'est, mais peut-être même que cette citation est parfaitement inventée. Mais ils vous disent la réalité de ce mouvement que fait Emmanuel Macron. Ils te le disent, qu'il y a aussi un intérêt pour lui de retrouver ses habits de chef de guerre et éviter une destitution, et éviter une remise en cause de son mandat. Il gagne du temps, comme avec tout le reste. Et ils vous le disent. Et ils te le disent qu'il y a 3 mois, on se demandait s'il allait terminer l'année. Voilà pourquoi Macron aussi part vite et fort sur ce discours guerrier, parce que c'est chaud pour lui. Et dans un pays normal, où une opposition existe, pas une opposition de pompe à vélo comme on a, une opposition sérieuse qui demande sa destitution immédiate. Bon, nous ne sommes pas dans ce genre de pays. Eh bien, le peuple doit quand même exiger la démission d'Emmanuel Macron, évidemment, parce que rien ne va dans la situation. Regardez le bilan d'Emmanuel Macron. Économiquement, c'est une catastrophe. On n'a même plus l'excuse du Covid. Aujourd'hui, des études ont démontré, des études économiques sorties d'ailleurs il y a environ 1 mois et demi dans certains journaux, ont démontré que le quoi qu'il en coûte avait coûté plus cher que ce qu'avaient fait d'autres pays, pour des résultats sanitaires qui n'étaient pas forcément mieux. Donc, on voit bien tout ça. On voit bien tout ça, que le bilan de Macron est catastrophique. C'est une somme d'affaires en justice extraordinaire. Il y avait avant lui une belle flopée d'escrocs parmi nos présidents, nos anciens politiques et compagnie. Macron bat des records. On peut le dire aujourd'hui. On peut le dire. Donc, vous voyez bien que tout ça, c'est pour gagner du temps. Et ça n'est pas la réalité. Comme je vous disais hier, nous sommes dans une bulle informationnelle qui crée une explication alternative du réel. Et celle qu'a choisi Macron aujourd'hui, c'est la guerre. Et le pire, c'est que on vous prend tellement pour des quiches, on nous prend tellement pour des abrutis, qu'ils refont le même coup qu'en 2022, au déclenchement du conflit. Quand Macron avait dit en pleine élection, non, mais attendez, moi j'ai autre chose à faire, je suis président, je ne vais pas me mélanger dans les élections. C'est aussi pour ça qu'il gagne. Pas que, mais aussi. Donc ils refont le coup d'un Macron en surplomb, qui ne peut pas se mélanger au réel des humains que nous sommes, qui ne peut pas se mélanger au jeu politique. Donc, c'est parfaitement sidérant, c'est parfaitement dingue de voir qu'ils refont le coup, qu'ils refont tout ça. Donc, et que les journaux vous le disent. C'est pour ça que je vous montrais cet extrait, les amis. Les journaux vous le disent, nous expliquent la réalité de ces mouvements. Voilà. Vous n'avez même pas besoin de moi. En lisant Le Parisien, on sait pourquoi ils font tout ça. Une autre intervention, évidemment, il ne manquait plus que lui, c'est Bernard-Henri Lévy. Alors pareil, hein, vraiment, c'est le thermomètre anal qu'on se met dans le nez, forcément que la température n'est jamais bonne. Bernard-Henri Lévy sur BFM qui nous a dit ceci. Je suis convaincu que si les Ukrainiens
ne faisaient pas rempart de leur corps, si les Ukrainiens ne nous défendaient pas en même temps qu'ils se défendent, l'armée russe serait déjà dans un pays de l'Est de l'Europe. C'est la doctrine russe. C'est ce qu'ils disent à longueur de journée. Sauf qu'ils ont trouvé un os sur leur route. Ce sont ces femmes et ces hommes, ces femmes aussi, que je raconte dans ce reportage de Paris Match, oui, et qui se battent, voilà, et qui se battent avec un courage admirable. Et pour autant, il y a le réveil de l'Europe, il y a Voilà. Bernard-Henri Lévy qui nous explique ça tranquillement. Bernard-Henri Lévy a fait carrière sur des Maccabées. Il faut quand même le rappeler. Hein. C'est un drogué, comme l'a dit Ariel Dombal, qui consomme, je ne sais plus quelle drogue, avait évoqué sa compagne Ariel Dombal. Je ne sais plus quelle drogue c'est. Il consomme des choses. Faudrait que je vous retrouve l'extrait. Bon, qu'importe. BHL est un drogué, est un intellectuel de pacotille qui a écrit des conneries, qui a fait des ouvrages erronés, qui a été repris sur beaucoup d'éléments, dont la production artistique et culturelle est catastrophique à chaque fois, qui est actuellement au centre d'une affaire par rapport au comité directeur d'Arte dont il fait partie, Arte qui a financé ses documentaires. Enfin, il est aujourd'hui en justice dans une affaire de pognon par rapport à Arte. Donc rien ne va, en fait. Rien ne va. Attendez, excusez-moi. Rien ne va. Et ce monsieur est toujours là à glorifier la mort des innocents en mentant sur les enjeux réels. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? BHL, c'est BHL. Donc là, c'était pour la partie un peu humoristique. De toute façon, ce qui est pratique, c'est que, comment dire, BHL, c'est un peu comme un parapluie. Quand tu le sors, c'est qu'il va pleuvoir de la propagande. Voilà. C'est plutôt un nuage, d'ailleurs, pour filer la métaphore météorologique. BHL, c'est un nuage. Quand tu le vois dans le ciel, cache-toi, il va pleuvoir de la propagande. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, on le sait. Je veux dire, il a fait carrière là-dessus. Et c'est pas lui faire insulte. Je veux dire, c'est pas une attaque ad hominem. Je m'en fous de l'homme qu'il est, il n'y a pas de problème. Mais il a toujours été sorti pour ça. La Libye, l'Afghanistan, la Russie, il a fait carrière là-dessus. Donc, c'est là où c'est bluffant. C'est qu'à la limite, nos médias n'ont même pas, on va dire, la réflexion de dire on va prendre des nouveaux personnages. Comme avec le Covid. Tu sais, on les connaissait pas. On dit, putain, peut-être qu'ils sont sérieux. Bon, maintenant, Dr Marty, on a compris que intellectuellement, il était plus proche de Marty McFly qu'autre chose, en termes de médecine. Donc, voilà. Mais on nous sort tout ça, les mêmes acteurs de pièces différentes, donc c'est un petit peu bizarre. Et pendant ce temps, là encore, les médias nous disent les choses. Regardez CNews, un article sorti aujourd'hui, 7 mars 2025 à 9h06, très exactement. Pourquoi Emmanuel Macron pourrait-il rester à l'Élysée au-delà de 2027 en cas de guerre ? Voilà. Si la France s'engage dans un conflit, Macron peut rester au pouvoir. Il vous donne les pistes. Il vous donne des pistes. Nos médias vous expliquent pourquoi ils font ça. Il y a des suppositions, mais la réforme des retraites, Macron qui peut rester chef de guerre, qui peut rester président si jamais il y a la guerre, la manipulation de fait que Macron soit secoué en ce moment, si c'est la guerre, personne ne va vouloir le dégager. Ils vous disent en fait, ils vous les donnent les raisons. Donc il n'y a pas besoin de se bagarrer, à se dire ouais mais les uns, les autres, les complotistes, les pas complotistes, ils vous disent tout. Donc ne vous faites même pas chier à être complotiste. C'est pour ça, je voulais finir là-dessus les amis en vous donnant ces quelques éléments supplémentaires. Ne vous faites pas chier à être complotiste, ils vous disent tout. Pourquoi vous vous embêtez à imaginer des scénarios improbables de les Russes, les reptiliens, les francs-maçons, je sais pas quoi ? Ils vous disent tout. Ils vous le disent. Donc, c'est chiant d'être complotiste, c'est fatigant. Lisez les journaux. Vous faites pas chier. Arrêtez de vous fatiguer à imaginer des trucs. Lisez les journaux, racontez ce que disent les journaux. Vous allez faire le même boulot que je fais. Et c'est pas être complotiste. CNews sous-entend ouvertement qu'il y a cette possibilité que Macron reste au pouvoir. Point. Aujourd'hui, on pouvait lire, c'était dans... je crois que c'était le Parisien aussi, si je dis pas de conneries, le Parisien du jour, qui évoque ce que je vous ai dit déjà hier, le fait que l'Union européenne veut se réarmer, c'est super, mais dans ces 800 milliards d'euros, une grande partie va être dépensée dans l'industrie militaire américaine, parce qu'on ne peut pas faire autrement.
On ne peut pas. Donc on est en train de livrer une guerre. Enfin, on est en train de s'annoncer comme les ennemis des États-Unis, alors qu'on va leur donner du pognon pour acheter des armes pour notre propre défense. Mais est-ce qu'on se rend compte de la bêtise de la situation ? Sur une guerre mondiale qui n'existe qu'en France, avec un ennemi annoncé que sont également les États-Unis, en termes géopolitiques, à qui nous allons acheter des armes. Avec en plus nos médias qui nous disent « Non, mais en fait, si on vous dit tout ça, c'est que Macron puisse gagner du temps parce qu'il était secoué en ce moment et que potentiellement il reste président après 2027. » Mais vous voulez quoi de plus ? Comment on peut faire plus clair en vérité ? Comment on peut faire plus clair ? C'est ça que je trouve assez passionnant dans la situation que l'on vit, c'est que d'une certaine manière, l'histoire s'écrit sous nos yeux, mais elle a la forme d'un coloriage, si vous voulez. J'ai l'impression, alors la métaphore est pas folle, c'est vendredi, je suis fatigué, mais j'ai l'impression que on veut nous mettre la gravité de l'histoire en marge devant nous, mais que nous avons des gens qui ont des feutres avec des couleurs un petit peu fantaisistes. Du rose, du vert, il y a des licornes. Et c'est pas sérieux, en fait. L'histoire ne s'écrit pas comme ça. L'histoire, elle est grave. C'est un joli stylo plume. C'est des belles lettres, comme le général de Gaulle. Et voilà. Il y a des belles lettrines, parce que c'est grave. Ça doit être beau, mais sobre. Et nous, on a des feutres et on dessine des bites, en fait. Donc c'est comme ça que ces gens-là prétendent écrire l'histoire. C'est pour ça qu'il y a un décalage, en fait, entre la gravité supposée de leur jeu de mauvais acteurs et la manière avec laquelle ils écrivent l'histoire. Ils l'écrivent de manière absolument pas sérieuse. Ils l'écrivent de manière fantaisiste. Donc, on ne peut pas adhérer à ça. En tout cas, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de les prendre au sérieux et de dire « Ah ouais, putain, les Russes, quoi. Les Russes. » Mais, je l'ai dit hier et je le redis, nous, voilà, c'est facile, on est une communauté de complotistes, on est tous des tarés, y a pas de problème. Nous, c'est foutu déjà, tu vois. On est à peu près conscients de ça. Et l'idée, c'est pas de dire on a raison, on a tout vu. Non. Moi, je pense aux gens qui ont peur et qui ont le droit d'avoir peur. Faut pas se moquer des gens qui regardent la télévision, qui écoutent la radio, qui regardent les journaux et qui prennent ça au sérieux. Si je vous dis tout ça, c'est mon avis, machin et tout, mais je le dis pas aux dépens de gens qui prennent ça au sérieux. On est en train de saloper la France en haut, on nous prend pour des pigeons en haut, j'en veux aux gens d'en haut. Mais les gens d'en bas, quand je vous dis qu'il ne faut pas qu'on se mette sur la gueule entre nous, ça passe aussi par là. Ça n'est pas de se moquer de ceux qui ont peur, parce que tout est fait pour avoir peur. C'est comme le Covid. C'est comme pendant le Covid. Pendant le Covid, moi, je n'étais pas contre les gens qui se sont fait vacciner. Déjà parce que ça n'a aucun intérêt d'être pour ou contre. Mais c'est surtout qu'il faut se mettre à la place aussi de gens qui subissent cette propagande de plein fouet et qui en sont victimes. Comme nous, même si on la commente avec un pas de côté, on en reste victime. Et il y en a qui sombrent sous cette propagande. Parce que c'est précisément le but. Donc je pense aujourd'hui à ces gens, peut-être un peu plus du côté des personnes âgées, pour certaines qui ont connu la guerre, notamment la Seconde Guerre mondiale. Et quand on leur dit ça, ça soulève des souvenirs qui sont pas beaux et qui font peur aux gens. Donc, quand je vous dis ne nous montons pas les uns contre les autres, ne nous mettons pas sur la gueule parce que les pros, les anti, machin et tout, et que c'est ce qu'ils cherchent, je pense qu'il faut aussi aider les gens, comprendre ceux qui ont peur, comprendre ceux qui pensent franchement que Poutine va envahir la Russie. Nous, ça nous semble absurde. Moi, ça me semble absurde. Mais pour autant, j'ai envie de discuter avec ces gens-là, de leur dire « Ok, vous avez peut-être raison, mais venez, on discute. Venez, on papote. » Et pas leur sauter dessus et leur dire « Vous êtes des abrutis, vous êtes des moutons. » Parce que sinon, on n'a rien compris. Et on s'enferme nous-mêmes dans des cases à aller chercher la bagarre avec d'autres qui ne pensent pas comme nous. Donc je pense que c'est tout l'inverse qu'il faut faire comme démarche. Si demain vous allez au bar, vous croisez quelqu'un qui dit « Putain, Poutine, c'est la guerre, il faut y aller ». Si la discussion s'invite à table, je dis « Écoutez, peut-être que vous avez raison. Mais... » Et là, on déroule des arguments. Surtout en prenant le temps d'écouter les arguments de tout le monde. Si vous tombez sur quelqu'un qui vous prend pour un taré, finissez votre verre et cassez-vous. Mais... si la discussion s'invite, il faut la prendre. C'est très précieux. Il faut vraiment qu'on discute tous ensemble, les amis, et qu'on accepte que des gens ne pensent pas comme nous, ne ressentent pas les choses comme nous, qu'on accepte que des gens aient peur et qu'on accepte que des gens prennent Macron au premier degré. Parce que c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Donc vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, les amis, mais ne retombons pas, nous aussi, dans ces pièges-là, d'une certaine manière, à contribuer à se diviser pour mieux régner. Je trouve ça vachement important de ne pas tomber là-dedans, d'essayer. Voilà, j'ai mon Bab comme 5 dans le chat qui dit « Moi, j'ai essayé hier, j'ai pas fait long feu. »
Oui, c'est pas fastoche, les amis, mais c'est ce qui leur fait peur. Rappelez-vous, les gilets jaunes, c'était ça. C'était des gens d'horizons différents qui, normalement, auraient dû se mettre sur la gueule et qui se sont rassemblés en désignant un ennemi commun. C'est ça qui a fait peur. Parce que des mouvements populaires, il y en a eu d'autres, peut-être pas de la même ampleur, mais il y en a souvent. Et là, c'était compliqué. Là, c'était compliqué avec les gilets jaunes parce que tu avais des fonctionnaires, tu avais des patrons, tu avais des ouvriers, tu avais des jeunes. Et normalement, ces gens-là sont censés se détester. L'ouvrier a envie d'avoir les vacances du prof, le prof a envie d'avoir le salaire du patron de PME. Enfin, tu vois, et on a créé des cases pour que les gens se détestent. Et là, à un moment donné, ils se sont retrouvés dans un rond-point et tous ces gens-là se sont dit, attendez, venez, on est d'accord qu'on est tous contre là-haut. Ah bah vas-y, on fait une pause, on fait des barbecues et on va aller leur cuire le cul. Bon bah voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'ils n'aiment pas. C'est qu'on accepte de regarder ensemble que nous avons le même ennemi commun malgré ce qui nous sépare. Nos idées, nos ressentis, nos machins, nos bidules. Donc c'est ça qui est important, les amis. Et aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a des gens qui nous prennent pour des pro-russes, pour des collabos, qui peuvent changer d'avis. Si on discute, si on papote et tout. Et il y en a plein d'autres qui peuvent pas et qui veulent pas. Et qui nous prennent pour des tarés et qui nous prendront éternellement pour des tarés. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais vraiment, je milite pour ça, les amis. C'est aussi ça, la voie du juste milieu, tu vois. La voie du juste milieu, c'est aussi d'aller chercher ces débats, si les occasions se présentent. Et si vous avez des fins de non-recevoir, tant pis. Tant pis. Vous avez essayé, c'est cool. Vous vous mettez pas la gueule à l'envers. Ça prend, ça prend, ça prend pas, ça prend pas. Et l'idée, c'est pas de convaincre. C'est juste de montrer aux gens qui ont peur, aux gens qui pensent ça, qu'une autre réflexion est possible. Il y a Setzer qui dit dans le chat, ton discours est très optimiste, Rémi, mais selon moi, en dehors de la réalité. C'est vrai qu'il est optimiste, mais je pense qu'il est réel. Je me permets d'être en désaccord avec toi, justement, on crée le débat. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Et pour une raison simple qui est, à ma minuscule échelle, je regarde ce qui se passe dans mon jardin, l'évolution de juste milieu. Regardez par rapport au Covid. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens, et je vois les commentaires, j'ai des retours de gens, certains que je rencontre après les spectacles d'ailleurs, qui me disent, au moment du Covid, je ne suivais pas ta chaîne, je pensais que c'était du complotisme. Et qui, petit à petit, ils sont venus. Petit à petit. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui me rend optimiste. C'est que oui, c'est possible. Mais après, c'est pas comparable. D'un côté, vous avez la propagande de nos médias lourdement financés par l'État, qui disposent de moyens extraordinaires et qui peuvent toucher des millions de gens en quelques minutes d'antenne avec un seul journal dans un kiosque. Nous, on n'a pas ça. On n'a pas cette capacité-là. Donc c'est plus long. Mais on a un travail de fond qui est peut-être plus solide, qui j'espère est plus concret. Et quand les gens se retournent dessus, à partir du moment où ils ont envie d'un autre discours, on peut les ramener à nous. Pas comme une secte, mais les ramener au débat, les ramener au doute, ne serait-ce qu'au doute, de dire effectivement, BFM TV, c'est pas forcément la vérité. C'est ça le but. C'est pas les convaincre. C'est pas du tout les convaincre. C'est pas du tout leur dire rejoignez la secte, on a raison. C'est les amener vers le doute. Voilà. En fait, j'ai été trop long pour pas grand-chose. Ça m'embête, désolé. C'est la question du doute qui est importante, les amis. C'est pas de dire qu'on a raison. On n'en a rien à foutre d'avoir raison. C'est pas de dire rejoignez notre secte. On n'en a rien à foutre. C'est pas du tout ça. C'est juste d'inviter les gens à douter. Ce qui manque aujourd'hui, c'est que les gens ne doutent pas. Macron, il a dit c'est la guerre, donc c'est la guerre. Ceux qui sont pas contre Macron, du coup, c'est des complotistes. Et ceux qui sont pas pour l'Ukraine, ils sont pro-Poutine. Avec ça, t'es emmerdé. Avec ça, t'es pas emmerdé. T'as pas de problème de sommeil. La grille de lecture du monde, elle est tranquille. Mais quand tu dis à ces gens, vous avez peut-être raison, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que vous êtes sûr que Macron est véritablement un chef de guerre, alors que c'est la deuxième fois qu'il nous annonce ça? Est-ce que sa parole est crédible, alors qu'il nous a déjà annoncé la guerre contre un virus? C'est ça le doute, le dubitationnisme. Vous le savez, j'avais fait toute une vidéo là-dessus. D'amener les gens à douter. De dire, vous avez peut-être raison. Mais Poutine, qui va envahir l'Europe si on fait rien, c'est le même Poutine à la tête d'une armée qui, à 6 mois, était à genoux, comme nous disaient tous les médias. Nous disaient, ça y est, l'armée russe, c'est fini, ils prennent des puces de réfrigérateurs pour fabriquer des bombes. Donc, cette armée faible va nous mettre une branlée. Soit vous avez quelqu'un qui va vous dire, ouais, c'est vrai que c'est quand même bizarre. Et là, vous avez gagné. Soit vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire, ah oulala, complotisme, comment ça?
Et là, bon, bah là, finissez votre verre et vous tirez. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, amenons au doute, les amis. C'est ça ce qu'on peut faire. À mon avis, ce qui dépend de nous, c'est ça. C'est d'amener au doute. Créer la discussion en disant, écoute, je sais pas plus que toi, mais je me pose quand même la question parce que ça, c'est bizarre. Ça, quand même, c'est bizarre. Donc, voilà, c'est tout ça pour ça. Et je pense que plus les événements prennent de l'ampleur, comme c'est le cas aujourd'hui, plus, à mon avis, il faut essayer d'aller peut-être dans cette voie-là. Il y a Zabou 1961 qui dit quelque chose de très intéressant, qui dit « Je ne veux pas me renseigner hors doxa, j'ai peur de ce que je pourrais découvrir. » C'est une réponse que j'ai eue en début de semaine. Mais tu vois, je pense que déjà c'est gagné. Parce que tu es face à quelqu'un qui a conscience qu'elle pourrait peut-être changer d'avis ou avoir une grille de lecture du réel différente. Déjà c'est gagné. Cette personne, elle a compris. Elle a compris qu'il est possible de regarder les choses autrement. Après, elle se débrouille. On n'est pas non plus des professeurs. Je ne vous demande pas d'être, comment on dit, des missionnaires. Tu sais, des missionnaires comme ça de la vérité, de machin et tout. Non, non, c'est pas notre rôle. Ni moi, ni vous. Personne n'est habilité à arriver à dire « Moi, j'ai la vérité, tu vas m'écouter ». Si vous faites ça, vous êtes des pompes. Hein. Et le jour où je fais ça, vous me le dites. Hein. Vous me le dites et je ferme mon bec. Hein. Le but, c'est de créer de la discussion et de créer du doute. De dire « Ah, ouais ». Mais les exemples sont nombreux. Je veux dire... je sais pas, c'est tout le travail que je fais en permanence, tu vois, Hanouna, c'est pareil, juste de créer du doute, de dire, ok, Hanouna, il est censuré, ouais, peut-être, c'est vrai que la décision de l'Arcom, mais quand t'es censuré, comment tu peux rebondir sur M6 en septembre? C'est tout. Après, on s'en fout de pas être d'accord. Et c'est pas la vérité pour autant, ça reste une grille de lecture. Et là, je vous donne un exemple d'après mon idée, mais vous défendez ce que vous voulez. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus. On arrive gentiment à la fin de l'émission, évidemment. Et puis, on va finir. Vous le savez, c'est mon petit plaisir. On arrive sur la fin de l'émission. On arrive sur le rugby. Évidemment, les copains. Le rugby. Demain, 15h15. En plus, je suis content comme tout. Je suis à la maison avec des copains. Ça va être super. On va cuisiner. On va se régaler avec les amis. Voilà, les amis pour ce match de rugby. 15h15. Irlande, France. Alors, ce match où tout peut se jouer, on le rappelle, la France peut gagner le tournoi à destination avec les Irlandais qui n'ont pas pris le bonus contre le Pays de Galles. On peut gagner ce tournoi, je pense qu'on peut gagner en Irlande, mais franchement, j'ai peur d'y croire. J'ai peur du score, j'ai peur de certains choix de notre ami Oppenheimer Galtier. Le retour de Romain Ntamak, qui est un super joueur, mais qui fait pas un début de saison extraordinaire, qui n'a pas joué depuis 5 semaines, qui est aligné tout de suite au poste de 10, alors qu'on avait un Léo Barré en 15 qui marchait très bien, et 9 Dupont, 10 Ramos, ça allait bien. Bon, bah là, tu te retrouves avec Thomas Ramos qui est recalé en 15, bon, c'est son poste normal, et Ntamak qui rentre direct. J'ai peur de notre paire de centre, Barassi Moefana. Moefana excellent, même dans le naufrage contre l'Angleterre. Mais Barassi, que j'aime beaucoup, en plus Stade Toulousain, mais qui est quand même pas folichon, notamment en défense depuis le début du tournoi. Et là, on a la paire de centre irlandaise avec Aki, Bundy Aki. Là, ça va cogner. C'est-à-dire que s'ils se rencontrent sur la route, Bundy Aki, Pierre-Louis Barassi, ça va être costaud. Ça va être très costaud. On a Penaud, pareil, Penaud, super joueur. De retour à l'aile. Atisogbe avait fait un super match. Atisogbe qui est même pas sur le banc. Je trouve que c'est quasiment une sanction. Parce que vraiment, le type, tu lui dis, on te fait confiance, t'es titulaire contre l'Italie, il fait un super match, il a du gaz, il est le premier sur les ballons hauts, il fait un très bon match. Et tu passes de titulaire à rien du tout. Tout ça parce que tu as décidé de sanctionner Penaud contre l'Italie, qui est vraiment une décision à la con. Je suis très mitigé sur ce choix-là. Un banc en 6-2 avec Penaud qui rentre à la place d'Atisogbe, ça avait quand même de la gueule. Ou Atisogbe ou Biel Biarré de l'autre côté. Mais je trouve ça je trouve ça périlleux. Jégou au Radou sur le banc, m'en parlez même pas. Alors c'est même plus question de l'affaire en Argentine, hein, mais la rentrée des deux contre l'Angleterre, je suis désolé, mais c'était quand même pas le Brésil. Donc ça, je comprends même pas ce qu'ils foutent là. Quand tu vois un Brennan, par exemple, de Toulouse, qui est très bon, je comprends pas, mais bon, pourquoi pas. Et donc, à voir. Après, on a une bête d'équipe, on a une super équipe, on peut faire des trucs énormes.
L'Irlande, c'est costaud, comme d'hab. Alors, ils ont leur Prendergast, là, leur 10. Lui, il est nul. Alors, lui, je peux pas le blairer, il est nul. Mais bon, il est là. L'Irlande, voilà, c'est quand même une super équipe. On sent que c'est peut-être un peu moins fortiche depuis qu'il n'y a plus le Sexton en métronome. Mais voilà, ça reste l'Irlande, ça reste costaud. Donc, mon pronostic, franchement, alors, quitte à rater mon pronostic, je sais pas, voilà. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Franchement, les amis, je trouve que c'est un match, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, ceux qui suivent le rugby, les copains. C'est un match où, pour moi, soit on va mettre 20 points à l'Irlande, on va les tabasser, soit on va se faire tabasser, on va prendre 20 points. Mais s'il y a un match serré, on peut jamais gagner. À mon avis, dans la tête, on n'a pas le mental. On l'a vu en Angleterre, on l'a vu contre l'Afrique du Sud. Pour moi, on n'a pas le mental de gagner un match serré contre l'Irlande en Irlande. Donc, c'est soit on les tabasse, soit ils nous tabassent. Si c'est un scénario serré, on perdra contre l'Irlande. Et qu'importe le score, hein, 12-10, 37-39, j'en sais rien. Mais je ne nous vois pas battre l'Irlande si on leur roule pas dessus. Donc j'espère vraiment. On va dire 31-19 pour la France. Mais franchement, j'en sais rien. 31-19 pour la France ou 31-19 pour l'Irlande. Voilà, il y aura 31-19. Voilà, je vous dis ça, les amis. Il y aura 31-19. Je ne sais pas dans quel côté. Je n'ai aucune idée de comment ce match va basculer. Mais ça va être énorme. Ça va être vraiment une fiesta terrible. On va se régaler. En plus, derrière, il y a un Écosse-Pays de Galles pas dégueu. Angleterre-Italie dimanche. Moi, je pense qu'il y aura un 31-19. Voilà, je le dis. Enregistré sur la cassette, il y aura un 31-19. Là où on peut les tabasser quand même, ça va être sur notre banc. On a la première ligne titulaire de Toulouse quand même sur le banc. Hein. Aldeguerri, Baye Marchand, c'est quand même pas mal. Là, pour moi, on peut les tabasser. Mais par contre, sur la première ligne titulaire, c'est peut-être un poil léger face à la première ligne irlandaise qui est à mon avis la meilleure du monde en mêlée. Donc voilà. Voilà les amis, franchement j'ai aucune idée, mais je suis excité, ça va être un super match. Ce soir il y a les U20 qui jouent, on regarde, c'est sur l'équipe 21 évidemment. Et puis voilà les amis, allez les Bleus, on finit là-dessus. Allez les Bleus les copains, et puis nous les amis, merci une fois de plus, on finit sur une note d'amour, c'est l'amour entre nous, on le sait, c'est l'amour. Merci d'avoir été là les copains cette semaine, on a fait une semaine de zinzin, voilà, comme d'hab, une super semaine, on est ensemble plus que jamais, j'espère qu'on se fend la gueule, il y a des sujets de plus en plus lourds, il y a des sujets de plus en plus complexes, je vous l'ai dit, le vent tourne et on est en train de voir que parfois, hein, quand on touche à des gens, ça va pas. Même du côté des médias alternatifs, on se fait tomber dessus. Parce que c'est normal, il y a de la partisanerie partout. Et c'est le jeu, et c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Mais le vent souffle. Hein, j'ai jamais pris une telle volée de bois vert qu'en critiquant Hanouna et Knafo. Hein, pourtant, je me suis envoyé des personnalités politiques et compagnie. Donc bon, c'est le jeu, c'est pas grave. Ça fait partie de l'aventure, et c'est ça qui est excitant. Mais n'oubliez pas, voilà, on est ensemble. Et les désaccords, les contradictions, les idées, les partisaneries ne doivent pas nous empêcher de discuter ensemble et ne doivent pas nous pousser à nous mettre sur la gueule, nous insulter, nous mettre des qualificatifs erronés à la gueule pour nous décrédibiliser. C'est très important. C'est très important, les amis. Donc, merci pour cette semaine de fou. Ce week-end, je vous donne rendez-vous déjà ce soir. Ce soir à 19h, le replay de cette séquence Bétaram, Cotino, Le Squarneck, un rapport avec l'affaire Brigitte Macron. Je vous mets le lien dans le chat, les amis. Si vous voulez partager, parce que vous vous doutez bien que YouTube va pas faire tourner l'algorithme plein bloc avec ce genre de sujet. Et dimanche, c'est une première sur Juste Milieu. Je suis particulièrement fier. Vous l'avez peut-être déjà vu. C'est le professeur Raoult. Le professeur Raoult qui sera là dimanche à 19h, les amis, sur Juste Milieu. Voilà, je suis heureux. 2 heures d'interview avec le professeur Raoult. On a balayé beaucoup de sujets et je me suis régalé. C'était vraiment chouette. Merci à lui d'ailleurs pour la participation une fois de plus. Le lien dans le chat. Et puis moi, j'ai plus qu'une chose à vous dire, les amis. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. Passez un excellent week-end. Vraiment, profitez bien, les copains. On se retrouve lundi, plein badin, 16h45, le Juste Bistrot. Allez les Bleus, vive la rigolade, vive la France et à lundi.